Deuxième partie du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, d'une guerre totale à une guerre d'anéantissement. Alors, première sous-partie, la Seconde Guerre mondiale, une guerre totale. Je vais reprendre un certain nombre de choses assez classiques sur ce qu'on appelle la guerre totale. Une guerre totale, c'est une guerre qui va mobiliser entièrement les populations, mobilisation économique, mobilisation technique, mobilisation idéologique, en vue de la victoire contre un adversaire. Cette idée de guerre totale, elle est assez débattue par les historiens. On l'associe traditionnellement à la Première Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale s'inscrit également dans la même logique, comme on va le voir tout de suite. Alors, d'abord, le plus simple peut-être la mobilisation économique, puisqu'on va être dans un fonctionnement, comme je viens de le dire, assez proche de celui de la Première Guerre mondiale. Alors, cette mobilisation économique, elle n'est pas forcément immédiate, elle va se renforcer au fur et à mesure du déroulement de la guerre. On peut dire que la Seconde Guerre mondiale est une guerre de plus en plus totale au fur et à mesure des années. Donc, en 1939 et 1940, la mobilisation économique des pays en guerre, comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, reste encore limitée. Le meilleur symbole de cette mobilisation économique, c'est la mobilisation progressive des États-Unis dans la guerre. Les États-Unis, avant même de rentrer en guerre en décembre 1941, vont mobiliser leur économie pour aider la France et surtout pour aider le Royaume-Uni après l'effondrement de la France en 1940. Le président Roosevelt, on l'a vu, est favorable à ce soutien des États-Unis au Royaume-Uni, et il va lancer en fait la machine de guerre économique des États-Unis avant même l'attaque de Pearl Harbor. Une fois que les États-Unis sont entrés en guerre, ils vont passer la vitesse supérieure en lançant en janvier 1942 ce qu'on appelle le Victory Programme, c'est-à-dire un programme de mobilisation économique qui doit permettre aux États-Unis de mener la guerre à la fois en Europe et en Asie, et qui doit permettre également de soutenir les principaux alliés des États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine, avec le système de ce qu'on appelle le pré-bail, c'est-à-dire que les États-Unis vont fournir du matériel à leurs alliés. Ce Victory Programme, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que les États-Unis vont sortir de la Grande Dépression, vont relancer leur croissance économique à travers un programme de production dans le domaine militaire qui est absolument hallucinant. Je vous ai mis quelques chiffres. L'objectif est de produire 60 000 avions dès 1942, 125 000 en 1943, 300 000 avions seront produits par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans une production de masse. Alors je vais vous donner quelques exemples. La construction des fameux Liberty Ships, c'est-à-dire des navires de transport de matériel, transport de troupes, donc des navires qui vont traverser l'océan Atlantique pendant toute la Seconde Guerre mondiale et qui sont absolument essentiels pour justement pouvoir envoyer le matériel au Royaume-Uni, et qui vont ensuite être essentiels pour la préparation du débarquement en Normandie, par exemple. Ces Liberty Ships vont être produits dans tout un ensemble de chantiers navals du littoral américain, et en moyenne vous avez un navire qui va être produit en moins d'un mois, avec des records de production de navires en 2 semaines, voire en moins d'une semaine. Là je vous ai mis le record absolu, alors ça ne veut pas dire que c'était à chaque fois ce rythme de production, 4 jours pour faire un navire.
Donc les Américains vont être vraiment, vont montrer à quel point une mobilisation économique en vue de la guerre peut être importante. Donc si vous regardez un petit peu ces chiffres, vous voyez que les États-Unis en 1940 ont une production militaire qui est extrêmement limitée, des avions qui vont être destinés notamment au Royaume-Uni, des chars en nombre très très limité, et à partir de 1942 et surtout 1943-44, une production absolument faramineuse. Les soviétiques vont aussi avoir une production qui va augmenter très très rapidement. Vous voyez notamment cette production de blindés à partir de 1942. L'intérêt l'efficacité de la production de l'URSS vient notamment du fait que les États-Unis vont leur fournir tout un ensemble de matériel, notamment des camions ou de l'équipement, de l'alimentation, et ça va permettre à l'URSS, qui est une industrie lourde, de se concentrer dans la production d'avions et notamment dans la production de chars, ces chars étant extrêmement efficaces. L'URSS, à la suite de l'attaque allemande, va du coup réorganiser entièrement son tissu industriel, sa production industrielle, ce qui va lui permettre d'être très efficace pendant la guerre. En ce qui concerne l'Allemagne, vous avez un cas un petit peu particulier qui ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'en fait, en 1939, 1940, 1941, même en 1942, l'Allemagne n'est pas encore vraiment dans une économie de guerre. Pourquoi cela? Parce qu'Hitler ne veut pas que la guerre pèse trop durement sur la population allemande. Il a en tête le précédent de la Première Guerre mondiale, des restrictions liées à la guerre qui ont mené l'Allemagne en 1918 à la Révolution et donc à la fin de la guerre, pour simplifier. Donc, Hitler, au départ, espère qu'avec des tactiques comme le Blitzkrieg, il va pouvoir finalement laisser les Allemands grande partie à l'écart de la guerre. Sauf qu'à partir du début des difficultés en URSS, et notamment à partir de la défaite de Stalingrad, l'Allemagne va être contrainte à développer une véritable économie de guerre et donc à mobiliser son économie. Alors, ça va être la mobilisation de la population allemande, mais surtout de travailleurs européens, comme des travailleurs français par exemple, à travers le STO, le service du travail obligatoire, des travailleurs européens qui vont venir en Allemagne et qui vont faire fonctionner l'économie de guerre. Les Allemands vont aussi utiliser les prisonniers et notamment les prisonniers des camps de concentration, dans tout un ensemble de petits camps autour d'Auschwitz, par exemple. Donc une mobilisation de l'Allemagne qui va être assez tardive. Vous voyez qu'en 1943 et 1944, cette production allemande a considérablement augmenté. Elle est à peu près au niveau de l'URSS, mais évidemment, elle est très très loin de celle des États-Unis, et surtout à partir de la fin de 1944 et en 1945, cette production allemande va totalement s'effondrer du fait notamment des bombardements anglais et américains sur le pays. Donc, production de guerre, mobilisation économique. La Seconde Guerre mondiale se caractérise aussi par une mobilisation scientifique et technique qui vise à obtenir de meilleures armes, notamment tout simplement des technologies de pointe qui vont permettre de remporter un avantage sur les adversaires. Alors, il y a beaucoup d'exemples de cette mobilisation scientifique et technique. Je vous en ai mis en avant quelques-uns. D'abord, tout ce qui concerne le renseignement, qui va jouer un rôle énorme pendant la guerre, et notamment la mise au point par les Britanniques de ce qu'on va surnommer la bombe de Turing. Turing, c'est lui, Alan Turing, qui est mathématicien de formation et qui est considéré aujourd'hui
comme un des pionniers de l'informatique. Vous avez eu un film il y a quelques années avec Benedict Cumberbatch, Imitation Game, sur cette action de Turing pendant la Seconde Guerre mondiale. Les informations militaires, les ordres notamment, sont à cette époque cryptés. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces informations ne soient pas connues par l'adversaire. Les Allemands, notamment la marine allemande, utilisent une machine surnommée Enigma qui permet de crypter les informations. C'est-à-dire que vous tapez votre message sur la machine Enigma et il en sort un message codé. Les Britanniques vont s'efforcer de casser ce code et vont mettre au point pour ça une machine surnommée une bombe, la bombe de Turing, ce que vous voyez ici, une très très grosse machine, qui, grâce à tout un ensemble d'opérations, va pouvoir casser les codes de la machine Enigma. Et les Britanniques vont réussir, ce qui donne évidemment aux Alliés une avance considérable. Alors il ne faut pas utiliser tout le temps les informations pour ne pas faire comprendre aux Allemands que leur machine a été cassée, que leurs codes ont été cassés, mais ça va être très utile pour ce qu'on appelle la bataille de l'Atlantique, c'est-à-dire les attaques des sous-marins allemands contre les navires américains, les Liberty Ships dont on vient de parler. À partir du moment où vous savez où vont avoir lieu les attaques de ces sous-marins, forcément, c'est plus facile d'y faire face. Ça va avoir aussi son utilité pendant le débarquement de Normandie, et il faut savoir également que les Américains ont réussi à casser les codes japonais dans le Pacifique, ce qui va leur permettre de remporter un certain nombre de victoires, comme à Midway en juin 1942. L'exemple le plus célèbre évidemment de mobilisation scientifique, c'est la mise au point de la bombe atomique par les Américains. Alors par les Américains, avec l'aide de tout un ensemble de scientifiques européens, que ce soit des Britanniques ou que ce soit des Italiens, des Allemands qui ont émigré d'Europe dans les années 1930. C'est ce qu'on va appeler le projet Manhattan. Vous en avez là un plan sur le PowerPoint. Différents lieux de recherche, le plus célèbre étant celui de Los Alamos. C'est le physicien Robert Oppenheimer qui est le directeur scientifique du programme. Et après, vous allez avoir tout un ensemble de militaires, évidemment, qui contrôlent les recherches. Les Américains sont dans une sorte de course-poursuite pour obtenir la bombe avant les Allemands, même si on découvrira après la guerre que finalement les Allemands étaient très très loin d'y parvenir, même dans une forme d'impossibilité technique d'y parvenir. Un projet qui va employer jusqu'à 130 000 personnes. Pas 130 000 scientifiques évidemment, mais tout l'ensemble des personnes qui vont travailler de près ou de loin à la mise au point de cette bombe atomique qui finalement donc, sera testée à partir de 1945, comme on le verra par la suite. Dernier exemple de cette mobilisation scientifique, les fameuses armes miracles, les Wunderwaffen de Hitler. Alors, quand l'Allemagne commence à enchaîner les défaites à partir de 1943, et en fait jusqu'à la toute fin de la guerre, Hitler va régulièrement rappeler dans des discours qu'il garde en fait un dernier joker des fameuses armes miracles qui vont lui permettre de remporter la guerre. Alors, ces armes miracles sont très intéressantes parce qu'elles vont avoir des conséquences dans l'histoire des techniques au XXe siècle. Cela dit, sur la guerre, leur influence est quasi nulle. Ça va être un nouveau type de sous-marin qui a beaucoup moins besoin de remonter à la surface, mais qui va être engagé trop tardivement. Ça va être surtout la fameuse fusée V2. Alors, les V1 puis les V2, c'est tout simplement les premières fusées de l'histoire, qui vont être lancées notamment sur le Royaume-Uni, mais en nombre trop limité pour avoir un véritable impact sur la guerre. Il faut savoir d'ailleurs que les scientifiques allemands comme Werner von Braun,
qui vont mettre au point ces fusées V2 travailleront ensuite pour les Américains à la mise au point de la fusée Saturn V qui emmènera les Américains sur la Lune. Autre exemple, le Messerschmitt ME-262 qui va être le premier avion à réaction de série. Alors, les Britanniques mettent au point des avions à réaction à la même époque, mais les Allemands sont un peu plus rapides et vont pouvoir les utiliser dans les combats, mais ça viendra là aussi beaucoup trop tardivement. Hein. Ces avions à réaction sont utilisés, quelques centaines sont utilisés. Alors évidemment, ce sont des avions extrêmement rapides, mais aussi difficiles à manier, et ils n'auront pas d'impact sur le cours de la guerre. Mais, comme vous le savez, ensuite, tous les avions de guerre vont devenir rapidement des avions à réaction. Donc cette mobilisation scientifique et technique, c'est un élément extrêmement important de la guerre, mais pour que ça ait vraiment un impact sur le conflit, il faut, comme souvent, que l'innovation scientifique puisse être ensuite véritablement produite à une échelle industrielle. Et ça sera finalement assez rare. Autre élément de la guerre totale, la mobilisation des esprits, la mobilisation idéologique notamment. Alors, c'est d'abord, comme pendant la Première Guerre mondiale, une mobilisation des populations en vue justement de la production de guerre. Donc, tout un ensemble d'affiches, de messages publicitaires, etc., pour encourager les populations à donner leur argent, à travailler plus efficacement dans les usines. Alors, je vous ai mis un exemple très très célèbre, celui de la mobilisation des femmes dans l'industrie de l'armement américaine, qui va être une mobilisation vraiment très importante, de même qu'au Royaume-Uni, avec carrément la création d'un personnage, Rosie the Rifter, qui va devenir vraiment le symbole de cette place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est devenu depuis un symbole féministe. Donc là, on est dans une mobilisation assez classique, on retrouve le même type d'affiche pendant la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale va se caractériser par une mobilisation idéologique très très importante. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Du côté de l'Allemagne, vous allez avoir une mobilisation, notamment anti-bolchevique, ce qu'on avait vu d'ailleurs avec le texte sur le débarquement en Normandie, donc l'article collaborationniste. Je vous ai mis deux affiches de 1941, au moment de l'opération Barbarossa. Vous voyez cette idée qui est mise en avant d'une croisade contre le bolchevisme, et cette idée que les troupes nazies sont secondées par des volontaires qui viennent de tous les pays d'Europe. Donc cette idée d'une unité de l'Europe autour de l'Allemagne contre l'URSS. La fiche de droite va encore plus loin, puisqu'il y a cette fois-ci cette idée d'une alliance entre le Royaume-Uni et l'URSS, une alliance qui existe à partir de 1941, forcément, parce que l'Allemagne, qui est en guerre contre le Royaume-Uni, déclare la guerre également à l'URSS. Mais cette affiche de propagande, donc là encore, montre l'Europe comme une véritable forteresse, un bloc autour de l'Allemagne, et l'alliance de ses adversaires est présentée comme un complot juif. Ça n'a évidemment aucun sens, puisqu'on relie le Royaume-Uni, qui est d'ailleurs assez fortement anticommuniste, à l'URSS, en faisant un complot de la part des populations juives, alors que cette alliance entre le Royaume-Uni et l'URSS n'existe que parce que l'Allemagne a envahi l'URSS en 1941. Mais on est dans des formes de propagande très classiques de la part de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Du côté des Alliés, vous allez avoir une propagande également très très importante. Alors je vous ai mis là encore une affiche de 1941
1, cette fois-ci britannique, et vous allez avoir un exemple classique de diabolisation de l'adversaire, puisque l'Allemagne nazie, on voit le visage d'Hitler représenté sous la forme d'une araignée qui s'étend sur toute l'Europe et l'Afrique du Nord, et l'intervention des Britanniques et des Soviétiques pour casser les pattes de cette araignée. Du côté de l'URSS, cette propagande est intéressante parce qu'elle laisse en fait de côté le message communiste pour revenir à un message davantage nationaliste, le retour de la nation russe, de l'histoire de la Russie, et même, comme vous le voyez ici, d'un message religieux qui est très très loin du communisme, parce que tout simplement Staline va comprendre que ce nationalisme russe et que la religion peuvent avoir un intérêt dans la lutte contre l'Allemagne. Vous voyez un russe qui est attaché à une croix nazie, l'idée d'un supplice de la population soviétique et un message extrêmement brutal: vengeons les férocités sauvages, nos souffrances, nos larmes et notre sang. Vous avez une propagande en URSS qui montre à quel point le pays est engagé dans une lutte pour sa survie contre l'Allemagne. Enfin, dernier point sur cette propagande, vous allez avoir une propagande qui utilise de nouveaux médias. La radio est extrêmement importante pendant la Seconde Guerre mondiale, et forcément elle n'était pas utilisée pendant la Première. Les Américains vont utiliser énormément le cinéma, vont mettre à contribution des réalisateurs comme Frank Capra pour réaliser des films de propagande. Et autre exemple très célèbre, l'utilisation des comics et notamment de personnages comme Captain America, donc un personnage patriotique dont les aventures le mènent en Europe pour lutter contre les nazis. Vous voyez, là, il est en train de frapper Hitler, et même chose, des aventures qui vont le mener en Asie, oui. Ici, il est en train de donner un coup de poing au général Tojo, qui est donc un des principaux dirigeants du Japon à cette époque. Cette mobilisation idéologique explique en grande partie d'ailleurs, la volonté d'anéantissement qui se manifeste pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, traditionnellement, les historiens vont considérer que la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale qui va un cran plus loin que la Première Guerre mondiale, avec cette volonté d'anéantissement. Alors, les fondements idéologiques de l'anéantissement, ça va être l'idée, par exemple, que les Japonais sont une race supérieure et que les Chinois ou les Occidentaux sont des inférieurs. Ça va être surtout cette fameuse hiérarchie des races selon Hitler. Donc quelque chose qu'il a expliqué dans Mein Kampf et qui va être la base de sa vision du monde. Donc, comme vous voyez, tout en haut de cette pyramide, vous avez la race aryenne, c'est-à-dire la race germanique pure, qui, selon Hitler, est considérée comme une race des seigneurs qui doit dominer un ensemble d'autres races considérées comme des esclaves. Alors, des pays comme la France, le Royaume-Uni, la Norvège, etc., sont considérés comme des races non aryennes, mais assez proches de l'Allemagne, dégénérées si vous voulez. Et les pays méditerranéens sont considérés comme des races, là encore, inférieures. Alors on va faire une exception pour les Italiens en disant qu'ils descendent des Romains, de l'Empire romain. Tout ce qui est Moyen-Orient, etc., sont encore un cran en dessous, en faisant une exception pour l'allié japonais. Mais surtout, ce qui est important, c'est cette position des populations slaves, des Russes, qui vont être considérés, comme leur nom l'indique, slave, étymologiquement, ça signifie esclave, et pour les Allemands, il y a cette idée que les populations d'Europe de l'Est doivent être en partie exterminées,
et surtout réduite en esclavage. Quant aux Juifs, on en reparlera, ils sont tout en bas de cette pyramide et ils sont voués entièrement à l'extermination. Donc une vision du monde qui va expliquer cette volonté d'anéantissement, notamment sur le front de l'Est. Les Allemands, les troupes nazies se lancent dans l'opération Barbarossa avec une volonté, non seulement d'écraser l'adversaire, mais d'anéantir en partie cet adversaire pour créer ce fameux espace vital où la race des seigneurs pourra dominer des populations esclaves. Du côté des Alliés, vous n'avez pas évidemment la même conception idéologique, vous n'avez pas cette hiérarchie des races comme motivation pour les combats, mais en revanche, vous avez le principe de la capitulation sans condition de l'Allemagne et du Japon, qui va conduire à une guerre extrêmement brutale jusqu'à cette capitulation en 1945. Si les États-Unis et le Royaume-Uni sont extrêmement liés par une communauté, si vous voulez, d'origine, de langue, culturelle, tout ce que vous voulez. En revanche, l'alliance avec l'URSS est beaucoup plus complexe, puisque l'URSS est un État communiste qui partage peu de choses avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais dans la lutte contre l'Allemagne, cette alliance est indispensable. Pour éviter que l'URSS ne conclue une paix avec l'Allemagne, et pour éviter que Staline craigne que les États-Unis et le Royaume-Uni concluent une paix séparée avec l'Allemagne, Roosevelt et Churchill, que vous voyez ici, lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943, donc après le débarquement des Américains et des Anglais en Afrique du Nord, Churchill et Roosevelt vont proclamer le principe de la capitulation sans condition de l'Allemagne et du Japon. L'intérêt, c'est de dire, voilà, on ne fera pas de paix séparée, on va continuer la guerre jusqu'au bout. L'inconvénient, c'est que ça pousse évidemment les Allemands à poursuivre le combat jusqu'à son terme, puisque si jamais des officiers ou si jamais une partie de la population voulait négocier avec les Américains et avec les Anglais, ces derniers leur disent clairement non, il n'y aura pas de négociation, vous devez abandonner totalement les combats, vous devez capituler sans condition. Donc ça va contribuer à faire une lutte extrêmement brutale, un conflit sans merci jusqu'à la fin totale des combats. Donc c'est quelque chose qui est utile tout simplement pour la grande alliance États-Unis-Angleterre-URSS, mais c'est quelque chose qui va prolonger probablement la guerre jusqu'en 1945. Donc, voilà, ce serait matière à débat. Guerre d'anéantissement qui voit la multiplication des crimes de guerre. Alors évidemment, ces crimes de guerre existaient pendant la Première Guerre mondiale, mais on va passer à un niveau supérieur. Donc, ce qu'on appelle des crimes de guerre, ce sont des actions pendant une guerre qui ne suivent pas les conventions internationales, notamment les conventions de Genève. Ces conventions disent par exemple on ne s'attaque pas directement aux populations civiles. Elles disent également on doit traiter correctement les prisonniers. Alors cette question des prisonniers est très intéressante parce qu'on va voir qu'à l'ouest, en France par exemple, les Allemands, Américains, etc. vont traiter à peu près correctement les prisonniers. Alors, évidemment, il y a parfois des débordements. En revanche, à l'est, les Allemands et les Soviétiques, mais surtout dans un premier temps les Allemands, ne respectent absolument pas ces conventions. Je vous ai mis quelques chiffres.
L'Allemagne va faire 5 millions de prisonniers soviétiques, hein, ça montre l'ampleur de ses victoires. 3 millions vont mourir. Parce que, ce que vous voyez sur la photo, hein, les Allemands parfois ne s'embarrassent pas de construire de véritables camps de prisonniers. Ils vont parquer, hein, ces prisonniers soviétiques sans alimentation, sans eau, et en laisser mourir une très très grande partie. Ils vont aussi exploiter ces prisonniers pour des travaux forcés, ce qui est normalement interdit par les conventions de la guerre. Donc, multiplication de ces crimes de guerre, et également des civils qui vont être directement pris pour cible. Alors là aussi, ça existait avant la Seconde Guerre mondiale, mais ça va prendre une ampleur considérable. En Chine, hein, des civils pris pour cible par les Japonais, des massacres absolument terribles, des viols de masse également, des civils pris pour cible sur le front de l'Est, hein, donc là aussi on en reparlera, des massacres gigantesques, et également des civils qui peuvent être pris pour cible sur le front de l'Ouest, en France par exemple. C'est plus rare, mais ça existe, notamment de la part des troupes SS. L'exemple le plus célèbre en France, c'est le massacre d'Oradour sur Glane, le 10 juin 1944. Vous avez une division SS qui était stationnée dans le sud-ouest de la France et qui est rappelée, hein, vers le nord pour aller combattre en Normandie juste après le débarquement. Des troupes SS qui sont assez jeunes, qui sont fanatisées et qui sont furieuses finalement parce qu'elles sentent que la situation militaire devient compliquée pour l'Allemagne. Ces populations SS vont traverser le petit village d'Oradour-sur-Glane, hein, dans le Limousin, et vont massacrer 643 personnes, c'est-à-dire une grande partie de la population de ce village. Cette population va être rassemblée, hein, au cœur du village, et en grande partie massacrés, notamment des femmes et des enfants qui vont être enfermés dans une église qui va être incendiée. Donc ça, c'est un exemple parmi de nombreux exemples de ces civils pris pour cible sur le front de l'Ouest, mais surtout sur le front de l'Est. Avec la place particulièrement importante pendant la Seconde Guerre mondiale des bombardements stratégiques. Bombardements stratégiques, c'est-à-dire des bombardements à distance qui parfois visent des usines, hein, c'est-à-dire qui essayent de détruire le potentiel économique de l'adversaire, mais qui le plus souvent en fait vont prendre les civils pour cible de façon globale. Ces bombardements stratégiques commencent en 1940 avec les bombardements de Londres par les Allemands. Donc là, vous voyez, c'est un exemple de civils pris pour cible, puisque l'objectif n'est même pas de mettre en difficulté l'économie du Royaume-Uni, c'est vraiment de se venger, hein, de détruire la capitale britannique. Progressivement, hein, les Anglais et les Américains vont dominer dans les airs et vont se lancer dans une vaste campagne de bombardement de l'Allemagne, en cherchant à ruiner l'économie allemande, mais là aussi en ciblant directement les grandes villes, parce que tout simplement les avions ne sont pas suffisamment précis pour détruire, hein, telle ou telle usine, et les Anglais et les Américains vont se rabattre sur une solution absolument terrible qui est de bombarder avec un système, comme on dit, de carpet bombing, de tapis de bombes. Vous lancez toutes vos bombes sur des villes en essayant de détruire le maximum d'habitations, de quartiers. Et certains bombardements, comme ceux d'Hambourg ou de Dresde, que vous voyez ici en février 1945, vont donner lieu à des destructions massives, des incendies gigantesques,
et vont conduire à des dizaines de milliers de morts pour chacun de ces bombardements. Celui de Dresde en février 1945 est le plus célèbre parce que vous aviez une ville qui était magnifique, qui a été entièrement rasée par ces bombardements, à une époque où la guerre va être gagnée par les Anglais et les Américains, et où forcément l'intérêt stratégique de ce bombardement est très très limité. Même Churchill, qui était pourtant partisan de ces bombardements, va fortement critiquer celui sur Dresde. Bon, vous avez une phrase célèbre du général qui dirige les bombardements américains en Asie, disant si jamais on avait perdu la guerre, on aurait été considérés comme des criminels de guerre, puisque vous avez vraiment une attaque sur des populations civiles. C'est la même chose d'ailleurs au Japon, comme je viens de le dire, puisque un des objectifs principaux des Américains est de se rapprocher suffisamment du Japon pour que leurs bombardiers stratégiques puissent détruire les grandes villes. Et comme on l'avait dit, ces villes japonaises sont construites en grande partie en bois et vont être incendiées de façon massive par les Américains. Donc le grand bombardement de Tokyo en mai 1945 fait d'ailleurs plus de morts que les bombardements atomiques d'Hiroshima ou de Nagasaki. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, les bombardements nucléaires sont des bombardements stratégiques qui utilisent donc une nouvelle technologie pour aboutir à une destruction massive qui, là encore, ne fait pas la distinction entre les installations industrielles, les troupes et les civils, les Américains vont raser les centres-villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Dernier élément, dans cette guerre d'anéantissement, évidemment, le génocide des Juifs et des Tziganes que vous aviez à travailler à travers l'exemple de Treblinka. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. C'est, si vous voulez, le paroxysme de cette volonté d'anéantissement, puisque là, avec cette idée de génocide, on rentre dans une notion un petit peu différente, à savoir que les Allemands, les nazis, vont viser à l'anéantissement total d'une population, à savoir la population juive, avec un génocide qui va se mettre en place progressivement. Alors c'est un grand débat parmi les historiens, savoir si cet anéantissement des populations juives était totalement prévu, si ça s'est fait au gré des circonstances. Bon, quoi qu'il en soit, on considère que c'est avec la victoire de l'Allemagne sur la Pologne que la politique antisémite de l'État nazi va évoluer, puisque les Allemands doivent gérer, après leur victoire, des millions de Juifs. La Pologne étant le pays d'Europe avec la communauté juive la plus importante. La première étape dans cette gestion de la question juive, ça va être l'enfermement des populations juives dans des ghettos. Vous voyez sur la carte, au centre, ce qu'on appelle le gouvernement général, c'est-à-dire les régions du centre de la Pologne qui sont occupées par les Allemands, et vous voyez à l'ouest les parties de la Pologne qui sont directement annexées dans le Grand Reich, c'est-à-dire dans l'Empire allemand. Vous voyez ces petites étoiles de David qui représentent la mise en place dans les grandes villes polonaises, notamment à Varsovie, de ghettos, c'est-à-dire des quartiers fermés où les Juifs vont être entassés, ce qui implique une mortalité déjà importante. C'est-à-dire que vous entassez des populations dans des quartiers fermés, ce qui va permettre aux nazis de répertorier ces populations, de les surveiller, de les contrôler,
et de leur infliger de plus en plus de privations, avec notamment des ghettos qui vont être de plus en plus petits. Donc ça, c'est, si vous voulez, le début de la préparation, en quelque sorte, du génocide. L'étape suivante, probablement la plus importante, c'est le déclenchement de l'opération Barbarossa. Puisque, comme on l'a dit, cette opération militaire se déclenche dans une logique d'anéantissement du point de vue de Hitler. Et Hitler va décider que derrière les troupes allemandes vont opérer ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, les groupes d'intervention, qui doivent en fait éliminer tout un ensemble de populations derrière l'avancée de l'armée allemande. On est dans une forme de nettoyage de la part de ces Einsatzgruppen. Alors, je vous ai mis élimination des partisans, c'est-à-dire de populations qui prennent les armes pour s'opposer aux Allemands, élimination des commissaires politiques soviétiques, c'est-à-dire des représentants du Parti communiste au sein des armées soviétiques. Oui, en fait, les généraux soviétiques étaient surveillés, contrôlés par ces commissaires politiques. Et les Allemands décident de les éliminer dès qu'ils leur tombent sous la main. Surtout, alors surtout en termes de chiffres, surtout élimination des populations juives qui sont extrêmement nombreuses à l'ouest de l'Union soviétique. C'est ce qui a été surnommé, de façon d'ailleurs pas très heureuse, la Shoah par balle, c'est-à-dire le génocide juif par balle. C'est pour montrer qu'il s'agit d'exécutions qui n'ont pas lieu dans des chambres à gaz. Les Einsatzgruppen vont à chaque fois donc, réunir les communautés juives, à côté de Kiev par exemple, leur faire creuser des fosses et les exécuter. Alors, par balle, mais pour pas sans trop rentrer dans les détails, ça peut être de toutes les formes possibles d'élimination. Ça aboutit à 1,5 million d'exécutions. 1,5 million de juifs vont être éliminés à l'ouest de l'URSS en marge des campagnes militaires sous des formes très variées, avec donc, des éliminations qui peuvent être extrêmement massives en quelques jours dans les grandes villes de l'ouest de l'Union soviétique comme Kiev, Minsk, etc. C'est un ensemble d'exécutions qui sont évidemment terribles pour les communautés juives, qui sont totalement laminées dans ces régions, mais qui sont aussi très éprouvantes pour les exécutants, ce qui va conduire les Allemands à réfléchir à une méthode plus rationnelle, plus industrielle, et à la mise en place des centres de mise à mort en Pologne. C'est donc l'étape suivante, si vous voulez, dans cette solution finale à la question juive. Donc l'expression, vous la connaissez, cette expression de solution finale, elle est notamment utilisée par Heydrich, donc un des principaux chefs SS, qui va réunir la conférence de Wannsee à proximité de Berlin en janvier 1942, avec pour objectif d'aboutir à une élimination, une extermination rationnelle des Juifs de Pologne, puisque c'est là qu'il y a la plus grande communauté juive, et des Juifs de l'ensemble de l'Europe. Et l'idée, ça va être d'aboutir à un système plus efficace que la Shoah par balle que je viens de vous présenter. C'est l'élément le plus important de cette extermination, c'est ce qui va être surnommé l'action Reinhardt, en hommage à Reinhard Heydrich, qui va se faire assassiner en fait à Prague en 1942. Donc on donne son nom à la phase la plus intense du génocide juif, c'est-à-dire l'extermination des juifs de Pologne dans les centres de mise à mort que vous voyez sur cette carte.
Treblinka, que vous avez eu à travailler, Chemno, Sobibor, Majdanek, Belzec et Birkenau, c'est-à-dire des centres de mise à mort, des chambres à gaz, où les populations juives sont conduites et sont exterminées immédiatement. Vous pouvez voir d'ailleurs que ces différents centres de mise à mort sont la plupart du temps à proximité des grandes villes polonaises. Vous voyez Treblinka à proximité de Varsovie, Chemno à proximité de Łódź, Belzec à proximité de Lvov. L'idée, c'est de déporter, de récupérer les populations juives des ghettos, par exemple du ghetto de Varsovie, et de les conduire par chemin de fer jusque dans ces centres de mise à mort où ils vont être exterminés. Donc, cette action Reinhardt, c'est quelque chose d'assez rapide qui dure jusqu'en 1943. Ensuite, alors ça se fait en parallèle, mais on va dire que c'est ce qui va continuer jusqu'à la fin de l'année 1944, voire au début 1945. Les nazis vont récupérer les populations juives du reste de l'Europe et les conduire principalement à Auschwitz-Birkenau. Donc Auschwitz étant sur un nœud ferroviaire, ça rend les transports assez aisés. Donc des juifs des Pays-Bas très nombreux, des juifs de France, et en Europe de l'Est notamment les juifs de Hongrie qui vont être massivement exterminés en 1944 une fois que l'Allemagne prend le contrôle de la Hongrie. Il faut voir que cette extermination des juifs, elle se fait en parallèle des combats et elle a souvent même la priorité sur les transports de troupes ou les transports de matériel. C'est dire à quel point ce génocide est prioritaire pour Hitler. Et paradoxalement, plus l'Allemagne sent qu'elle va perdre la guerre, et plus Hitler accélère ce génocide juif. Quelques mots quand même sur les résistances à l'extermination. Les circonstances rendent évidemment la résistance des populations juives extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Un transport éprouvant, une arrivée dans les centres de la mise à mort qui donc conduit les populations, les populations sont séparées, hébétées, et donc ces populations juives sont conduites directement dans les chambres à gaz, donc c'est très difficile de résister à cette extermination. Malgré tout, vous allez avoir le cas de révolte dans les centres de mise à mort et dans des camps de concentration. Révolte notamment de ces juifs, le Sonderkommando, ceux qui sont épargnés à leur arrivée dans un centre de mise à mort parce que les nazis veulent les utiliser pour gérer les cadavres, notamment évacuer les chambres à gaz, mettre le feu aux cadavres. Et ces juifs qui sont épargnés vont régulièrement se révolter. Alors révolte à Auschwitz-Birkenau avec la destruction d'une des chambres à gaz par les juifs révoltés. Révolte également à Sobibor, révolte à Treblinka. L'idée, évidemment, parfois, c'est de s'échapper, mais surtout de pouvoir témoigner de ce qui se passe dans les centres de mise à mort. Et c'est ce qui a permis d'avoir les très rares témoignages sur des centres comme Treblinka. Le témoignage de Rachman que vous aviez à lire est justement lié à cette insurrection à Treblinka. L'exemple le plus célèbre de résistance étant le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Des populations juives qui restent encore dans le ghetto, sachant qu'une grande majorité est déjà partie pour Treblinka, vont se révolter et tenir tête aux troupes allemandes pendant plusieurs semaines avant d'être impitoyablement réprimés, et tout ce quartier de Varsovie va être entièrement détruit par les troupes allemandes.
mais ça va rester le symbole de cette lutte de population juive face au génocide. Quelque chose qui a été très débattu, l'attitude des Alliés, notamment des Anglais et des Américains, face au génocide. Alors, on considère qu'à partir de 1942, donc assez rapidement, les Britanniques et les Américains ont des informations assez précises sur ce qui se passe. Vous avez aussi l'exemple très célèbre du résistant polonais Jan Karski, qui va faire un grand voyage au Royaume-Uni puis aux États-Unis, qui va rencontrer Roosevelt en 1943 et qui va expliquer assez précisément ce qui se passe dans les centres de mise à mort. Bon, vous avez une anecdote assez célèbre où un des bras droits de Roosevelt dit à Karski « Je ne vous crois pas ». Karski est un petit peu vexé en disant « Mais si, j'ai des informations qui sont parfaitement fiables ». Mais le bras droit de Roosevelt va dire « Non, non, je sais que vous dites la vérité, mais je ne vous crois pas. Je n'arrive pas à croire ce que vous dites, tellement c'est hallucinant. » Donc, il va y avoir un petit peu de ça, c'est-à-dire que les Alliés vont se demander si certains éléments ne sont pas un petit peu exagérés, même si petit à petit, ils vont se rendre compte que ça correspond à la réalité. Et on va leur reprocher le fait de ne pas être intervenus. Alors c'est vrai qu'il y a assez peu de proclamations des Américains et des Anglais pour condamner le génocide à cette époque. Surtout va se poser la question de bombarder des camps comme Auschwitz. La réponse des Américains et des Anglais sera qu'ils ne veulent pas bombarder les prisonniers, pour ne pas faire de victimes parmi les prisonniers, mais il apparaît surtout que l'idée générale pour les Anglais et les Américains est qu'il faut terminer la guerre le plus rapidement possible pour mettre fin aux atrocités nazies, et l'idée également de ne pas dissocier en fait les populations juives d'autres victimes comme les Polonais, les Russes, etc., etc. Mais c'est quelque chose, vous en doutez, qui sera par la suite reproché aux Alliés. On considérera qu'ils n'ont pas vraiment saisi la pleine mesure du génocide. Quoi qu'il en soit, c'est donc l'avancée des troupes qui va permettre la libération des camps. Alors, comme vous l'avez vu à Treblinka, pour les centres de mise à mort, il n'y a rien à libérer. C'est-à-dire qu'à Treblinka, il ne se passe déjà plus rien, et les troupes soviétiques vont seulement comprendre l'ampleur de ce qui a pu se passer dans les mois précédents. En revanche, libération de camps, où vous avez encore des populations juives qui sont détenues. La libération la plus célèbre étant celle du camp d'Auschwitz par l'URSS le 27 janvier 1945. Donc une date qui est d'ailleurs commémorée. Et c'est avec ces libérations, donc les Anglais et les Américains, ça sera la même chose dans les camps de concentration en Allemagne, que vraiment il va s'effectuer la prise de conscience de l'ampleur des atrocités nazies et de l'ampleur du génocide. Justement, les chiffres de ce génocide. Alors, une population juive qui était de 9 millions de personnes en Europe en 1939, avec la principale communauté, comme je vous l'avais dit, en Pologne, 3 350 000 juifs, et deuxième communauté en URSS, ensuite des communautés un peu plus petites en Europe de l'Ouest. Le bilan, alors, il est assez difficile à donner très précisément. La plupart des historiens oscillent entre 5 et 6 millions de victimes, plutôt 6 d'ailleurs. Le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem a répertorié 4 millions de personnes, ce qui est absolument incroyable, a réussi à retrouver les identités de 4 millions de ces victimes. En chiffres bruts, évidemment, la Pologne, 3 millions de victimes, notamment à Auschwitz-Birkenau et à Treblinka. Ensuite, les victimes en URSS, la Roumanie, la Hongrie,
à la fin de la guerre, vont payer un tribut très lourd. Vous voyez également les Juifs d'Allemagne, les Juifs des Pays-Bas, hein, une communauté très ancienne aux Pays-Bas, qui a été victime d'une répression féroce de la part des nazis. Ce qui est important également, c'est de bien voir le pourcentage de victimes par rapport à l'ensemble de la population juive. Ça permet de bien montrer toujours le poids du génocide en Pologne, mais aussi la proportion énorme de juifs grecs, yougoslaves, autrichiens, tchèques, lituaniens, hollandais qui ont été déportés. 75 000 juifs de France vont également finir dans les centres de mise à mort. Voilà donc pour ce bilan du génocide et pour les principaux chiffres à connaître, ce qui correspond finalement aux 2/3 de cette population juive d'Europe, sachant que les survivants vont souvent quitter le continent dans les années qui suivent pour se rendre alors parfois aux États-Unis et surtout évidemment vers Israël et contribuer donc à la proclamation de l'État d'Israël. Voilà.